Bonjour, je suis avec Michel Cosnard de l'INRIA. Vous avez un stand juste à côté d'une autre. Alors, qu'est-ce que vous venez faire à l'INRIA et qu'est-ce que vous faites à l'INRIA ? Je suis bien Michel Cosnard, je suis le président directeur général d'INRIA. Alors qu'est-ce qu'INRIA ? INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et mathématiques appliquées, Institut national français, bien sûr, puisque nous sommes à Lyon. Notre travail, comme nous sommes un institut financé par les pouvoirs publics, c'est de faire de la recherche au meilleur niveau d'excellence, mais avec une volonté qui est que cette recherche ait un impact, en particulier un impact économique et un impact social. Donc nos équipes de recherche ont pour mission de faire de la recherche, comme je l'ai dit, d'excellence, mais sur des sujets qu'ils vont pouvoir transformer en des technologies. Ces technologies, à terme, nous souhaitons les transférer, essentiellement vers le monde économique, à travers des grandes entreprises ou des petites et moyennes entreprises, voire à travers la création d'entreprises. Nous avons créé 110 entreprises au cours des dernières années, voire à travers la société. Un grand facteur de transfert vers la société, c'est le logiciel libre. Et donc nous soutenons des communautés de développement de logiciels libres. Nous sommes à l'origine de plusieurs de ces logiciels et nous les diffusons. On a reçu un petit jeune tout à l'heure qui venait de chez vous, qui avait gagné un concours, qui faisait de la musique en HTML5. Boost Your Code, voilà. Effectivement, c'est un concours que nous en sommes à la 2e année. En fait, l'origine de ce concours, nous recrutons chaque année plusieurs centaines de jeunes ingénieurs qui viennent passer entre 2 et 6 ans dans nos équipes pour travailler au contact des chercheurs et justement transformer ces résultats de recherche en technologie. Et nous souhaitons avoir d'excellents programmeurs, de très bons esprits, des jeunes très bien formés, aux dernières technologies. Et bien, on s'aperçoit que certains d'entre eux ont, avant de venir chez nous, des projets. Et on a souhaité, dans notre phase de recrutement, pour essayer d'attirer les meilleurs talents, soutenir certains de ces projets. Et donc le concours Boost Your Code consiste à proposer à des étudiants en fin de cycle universitaire ou d'école d'ingénieurs des projets qu'ils auraient développés eux-mêmes et pour lesquels nous pourrions, nous, Institut de recherche, les booster. Et donc la jeune personne que vous avez rencontrée tout à l'heure est un jeune ingénieur qui a été recruté, qui a réussi le concours l'année dernière, qui a été recruté chez INRIA et qui, au sein d'une équipe de recherche, développe son projet. Et c'est à la fois extrêmement intéressant pour lui, mais aussi extrêmement intéressant pour nous parce que il nous amène des idées neuves et puis son talent. C'est génial. Lyon, c'est la capitale mondiale du web cette semaine. Tout le monde du web est là. Quand même, il y a quand même pas mal de monde. Qu'est-ce que ça fait d'être ici avec tout le monde et on gamberge un peu le web de demain. Et ça sera quoi le web de demain ? Bien, il faut être ici. Il faut être ici cette semaine parce que c'est ici que le web du futur se discute et peut-être s'échafaude. Alors, le web et INRIA, c'est une très longue histoire, puisque nous sommes parmi les premiers à nous être associés à Tim Berners-Lee au moment où il quitte le CERN pour décider de foncer à ce développement du web. C'est le début des années 90. À un moment où, à part quelques initiés, personne ne connaît le web, personne ne connaît le World Wide Web. Non, c'est le moment, je me rappelle, c'était au moment de la mode du Gopher. C'était un protocole que tout le monde a oublié depuis. Absolument. Et peu de gens auraient parié sur ces technologies. Alors, il s'avère que nos chercheurs, qui sont justement des gens qui surfent sur des idées d'avant-garde, se sont reconnus dans ces technologies et s'y sont associés dès le début. Et lorsqu'il y a eu la création du consortium qui permet la standardisation du web, le World Wide Web Consortium,
eh bien, nous nous y sommes associés et Tim Berners-Lee est toujours le directeur de ce consortium et le premier président était français, un chercheur d'INRIA qui s'appelait Jean-François Abramatic. Alors bien entendu, les choses ont évolué depuis, mais depuis le début, nous nous sommes associés à la fois au web, au World Wide Web Consortium et à cette conférence. Alors, pour revenir sur le consortium, parce que je crois que c'est un sujet très important et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est qu'en plus de ma casquette d'être le président d'INRIA, je suis aussi le président d'ERSIM. Alors, ERSIM, c'est le European Research Consortium in Informatics and Mathematics, c'est-à-dire la réunion des instituts européens de recherche, des instituts qui en Europe font de la recherche sur ce sujet. Donc les instituts frères et sœurs d'INRIA en Europe. Et ce consortium, c'est l'hôte européen du W3C. INRIA avait été à l'origine l'instigateur de cet hôte européen et puis par la suite il a été transféré à ERSIM. Alors c'est quoi un hôte européen? C'est quoi le W3C? Qu'est-ce que c'est que ce langage un peu ésotérique? Bien, les standards du web, et ça c'est une grande première dans le monde, et c'est vraiment très intéressant, sont définis par un consortium qui est une réunion des acteurs. Donc les standards du web, c'est pas une décision industrielle, c'est pas une norme industrielle. C'est pas une norme industrielle, mais c'est pas non plus une décision politique. C'est pas une organisation entre États qui décide de définir des standards. C'est une organisation entre les acteurs du web, c'est-à-dire les centres de recherche, les centres de formation, les universités, les industriels, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils soient des industriels du domaine ou des industriels utilisateurs du domaine. C'est plus de 600 membres W3C. Alors pour gérer une telle communauté mondiale, puisqu'il y en a de tous les pays, il y a près d'une centaine de pays qui sont représentés, il faut s'adosser à des organisations un peu plus solides. Et donc, le web est adossé à 3 organisations. Le MIT pour les États-Unis, ERSIM pour l'Europe, dont l'hôte est INRIA, et l'Université de Keio pour l'Asie. Et je crois que c'est vraiment capital. Le web est un outil absolument prodigieux parce qu'il permet de communiquer quel que soit l'endroit où on se trouve, quelle que soit la langue qu'on parle, quelles que soient les images qu'on produise, et le niveau social, les dispositifs d'accès que nous avons. Et ce matin, Tim Berners-Lee a bien expliqué que le web mobile était très important. J'ai posé ce papier. Le web mobile était très important parce qu'il permettait à des pays qui n'ont pas d'infrastructure fixe d'avoir accès au web. Et ça, c'est très important. Et pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait des standards. Il faut que le logiciel qui tourne sur la machine qui est installée au Botswana soit compatible avec le logiciel qui tourne sur la machine en Ouzbékistan. Et ce cas est réel. Et ça nécessite des standards. Le rôle du W3C est très important. Et pour arriver à définir ces standards, il faut des conférences comme celle-ci, parce qu'on discute du futur du web, des grandes directions que va prendre le web. Alors quelques exemples sur les grands sujets. Un premier sujet, c'est la connaissance. C'est transformer le web, qui est à l'origine est un dispositif de recherche d'informations. Je clique sur une adresse pour obtenir une page qui me donne de l'information, en un dispositif qui va permettre de manier des connaissances. Je veux une connaissance, je veux m'enrichir de cette connaissance. Donner du sens au contenu. Donner du sens au contenu. Et en ce sens, ce qu'a permis le web, c'est de passer ce qu'on appelle une hiérarchie de savoir, où vous avez les sachants qui ont leur connaissance et qui vont la diffuser à un réseau de ce qu'on appelle des prosumers, qui sont à la fois des producteurs de contenu et des consommateurs. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, en premier lieu, ce grand passage d'un web d'information à un web de connaissances. Et ça, c'est ce qu'on appelle le web sémantique dans le jargon des chercheurs. Deuxième grand sujet, c'est que dès qu'on parle de connaissances, il faut les valider. Et ça, c'est toute la question, le triplet de la sécurité. Il ne faut pas qu'on puisse avoir accès indûment à des connaissances. Voilà.
la fiabilité, Mhm. trust en anglais, la confiance, quelle confiance on a dans ces informations. Et là, il faut donc que, eh bien, soit à travers la société, soit à travers des organismes de confiance en plus. Et puis bien entendu, le respect de la vie privée. Quelle est la connaissance qu'on peut diffuser? Voilà 3 grands sujets qui sont très liés entre eux. Alors ça nous amène au 4e grand point, qui est le web social, les réseaux sociaux. Nous sommes maintenant dans un outil qui permet de relier l'ensemble des personnes, l'ensemble des individus, des centaines de millions, des milliards de personnes. Une évolution très forte. C'est le début des réseaux sociaux, mais cette vague se développe. Il est important qu'on réfléchisse à l'évolution de ces réseaux sociaux en lien avec les 2 précédents. Des réseaux sociaux plus chargés de sens, de connaissances, plus fiables, plus respectueux de la vie privée, plus sécurisés. Et puis, 4e grand sujet, ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est-à-dire que ce ne sont plus, ces réseaux sociaux, ils ne mettent plus en relation uniquement des personnes derrière un appareil, mais ce sont les objets eux-mêmes qui s'incorporent à cet immense réseau social. Et alors là, c'est un enjeu capital, puisqu'on ne parle plus de centaines de millions ou de milliards, mais on parle de dizaines, voire de centaines de milliards d'objets. Et ça pose des problèmes technologiques, d'infrastructure, de dimensionnement, de fiabilité, de sécurité. Tous les objets n'ont pas la même valeur. Si c'est votre pacemaker qui, j'espère que vous n'en portez pas, qui va communiquer, ça n'a pas la même importance que si c'est votre chaussure quand vous êtes en train de courir. Vous savez, il y a cette histoire, quelqu'un disait le web, c'est totalement le web des objets, ou le web, ça n'a aucun intérêt pour le futur, parce que vous pensez que ma chaussure va vouloir discuter avec ma montre. Ben oui. Et 15 ans plus tard, Nike inventait le dispositif qui vous permettait à votre chaussure de... C'est très compliqué à expliquer le web des objets. On dit on va rentrer dans le web. Là, on regarde le web pour l'instant, et là, le web sera tout autour de nous. Expliquer ça aux gens, c'est super compliqué déjà, mais ça arrive vite. Mais ça arrive vite. Mais je pense que les gens le comprennent très très bien à travers les besoins. Et plus ils sont jeunes, plus ils le comprennent. Et alors, la conséquence de ça, c'est l'immense quantité de données qui vont arriver, parce que ces objets communicants, c'est des capteurs, et ces données, eh bien, nous allons nous développer dans un océan de données, et il faut les traiter. Je discutais avec un ingénieur de Google qui me disait que tous les mois, YouTube a plus de données, d'informations telles que celles que vous êtes en train de mettre en boîte et en ligne, que tout ce qui avait été fait par la BBC auparavant. C'est donc une quantité phénoménale de données qui sont traduites. Il faut arriver à les traiter. C'est le big data, c'est le problème du big data. Voilà les quelques enjeux qui sont devant nous et sur lesquels réfléchit cette conférence. Il y a du boulot, mais il y a aussi plein d'énergie. Il suffit de se balader dans les allées de cette conférence pour s'apercevoir à quel point les gens sont enthousiastes sur leur futur. C'est superbe. Eh bien, merci. Merci à vous d'être ici et de permettre qu'on puisse s'exprimer sur ces grands enjeux qui sont les nôtres. À la prochaine fois. À la prochaine.